Ok, donc nous sommes en train d'enregistrer. Bienvenue à tous. Bienvenue déjà à ceux qui sont ici en direct avec moi. Merci de m'accompagner en direct. C'est tellement, tellement plus sympa de faire ce genre de présentation en direct et avec des présences, bien sûr. Et bienvenue également à ceux qui nous regardent en différé. Nous sommes donc ici pour aborder le code Chiron qui, comme je disais pendant qu'on démarrait la séance, à ceux qui se joignaient peu à peu à cette formation, à cette masterclass, est un code qui me tient particulièrement à cœur. Je me sens particulièrement concernée par ce Chiron. Et voilà, donc ça me fait très plaisir de pouvoir parler de ce code et vous partager mes compréhensions, mes apprentissages qui ne vont pas aller nécessairement de la main de ce que j'ai pu lire ou apprendre en général dans mes formations. Parce que je pense personnellement, d'ailleurs, je vais démarrer, que ce code qui est très, très touchant, très humain et profondément spirituel et mystique est rarement étudié dans la profondeur qu'il mérite. Et à mon avis, il est facilement banalisé. Mais bon, moi, vous savez que j'aime créer le débat. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que je sais et je connais tous les tenants et les aboutissants de Chiron parce que je n'ai même pas vécu le retour de Chiron. Je m'apprête à le vivre au cours de l'année qui suivra, plus ou moins. Mais il me manque de l'expérience par rapport à Chiron. Et même si c'est un code qui fait partie d'une signature très importante dans mon thème, qui m'a occupé de longues heures de travail, de compréhension, de déchiffrement pour trouver un sens à ce que je vivais par rapport à ce Chiron. Eh bien, ce que je dis est le fruit de mes années d'études, non seulement astrologiques, mais de ma nature humaine, de mon code Chiron, de mes explorations spirituelles et personnelles, et bien sûr de ce que j'apprends également depuis des années au travers des accompagnements que je fais et de comment je vois que les personnes sont en train d'explorer ce code, de l'exprimer et de le vivre. Dans ce contexte-là, j'estime que Chiron est très rapidement et très facilement banalisé. Et pour cause, toutes ces images non, que l'on véhicule sur cette planète qui a été identifiée comme une planète centaure par celui qui l'a découverte, donc Charles Kowalski, et qui a décidé de la classifier en planète centaure, même si après, il y a eu énormément de découvertes qui sont super symboliques en plus pour comprendre le code. Tu vois, les planètes elles-mêmes, dans leur comportement, nous livrent des codes symboliques. Enfin, moi, comme je suis enthousiasmée et fascinée du langage symbolique, j'aime voir ces symbolismes. Non? Donc, bon, cette planète, que celui qui l'a découverte a décidé de classer en premier en tant que planète Centaure parce qu'elle était une partie astéroïde, une partie planète mineure. Il a choisi de l'appeler comme cette créature mythologique Chiron parce que c'était un centaure. Et donc, quand on ne connaît pas très bien l'histoire et qu'on ne s'est pas vraiment penché pour comprendre, on a tendance à tomber sur ces images que vous voyez à l'écran. Toutes les images que vous voyez à l'écran, je les ai téléchargées d'Internet en tapant Chiron dessus. Et donc,
Vous voyez, les images nous présentent comme un être super beau, super puissant, empowered, voilà, et ça fait partie de cet élan de beautification. J'ai choisi d'utiliser ce mot parce que, en fait, je sais que le mot en français est embellissement, mais je trouve que le mot est trop beau en français. Et je trouve que le mot en anglais, beautification, a ce petit côté méprisant, tu vois, de je rends beau parce que c'est trop dur à voir. Et ça fait partie, à mon avis, du karma de Chiron. Parce que Chiron n'était pas beau à voir, en fait. Donc, euh, je pense que cet embellissement de l'archétype porte fortement à confusion, même si c'est un peu son karma, du fait même de la dissonance avec l'expérience chironienne. Parce que quand tu vois des images comme celles que je t'affiche à l'écran en ce moment, tu ne vois pas vraiment la vulnérabilité de Chiron. Est-ce que tu la vois, la vulnérabilité de Chiron? Si tu veux me partager en commentaire, ce serait chouette. Est-ce que dans ces images, tu vois le côté inadéquat de Chiron? Est-ce que tu vois le côté inadapté, un peu handicapé, non acceptable, rejetable, abandonnable parce qu'il est monstrueux, ce côté? Est-ce que tu es capable de le voir? Edith, par exemple, dit qu'elle voit un plus un côté guerrier, alors que Chiron n'a pas vraiment d'énergie de guerrier. C'est un guerrier plus de la lumière. Patricia est d'accord avec Edith. Bon, personnellement, ces images-là, moi, ne me transmettent pas, ne véhiculent pas l'énergie de Chiron. Elle véhicule une image qui est jolie et agréable à voir et qui transmet une certaine énergie qui, à moi, n'est pas celle de Chiron. Et qui n'est pas nécessairement reliée à l'expérience chironienne. Sylvia nous dit non, mais peut-être son côté non humain et non animal. Oui, mais justement, la force de Chiron est dans son côté humain. Et c'est pour ça que j'adore les véritables images. L'expérience chironienne est tout sauf belle. Elle fait tout sauf rêver. Elle nous fait sentir inadéquats, inaptes, impropres, inconvenables. Nous sentons que nous incarnons quelque chose de tellement monstrueux qu'on ne peut pas nous approcher. Et cela nous blesse profondément. Cela nous blesse profondément. Donc, dans les images que je te montrais tout à l'heure, je ne vois pas ça. Par contre, je ne vois pas nécessairement dans ces images-là non plus, mais observe les images que j'affiche à l'écran, s'il te plaît, et remarque la véritable forme de Chiron. Tu vois, Chiron n'était pas un simple centaure. Et je mets un simple centaure, entre guillemets, un simple, parce que c'était une catégorie mythologique, si tu veux, les centaures. Hein. Chiron avait un véritable corps d'humain entier. Regarde, il est là. C'est pas un monsieur qui marche à côté d'un cheval et qui a la tête cachée. Non, 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 non. C'est un corps humain, tu vois, et une partie arrière de cheval. C'était pas un centaure comme on le connaissait ou comme on s'imagine, comme on avait dans l'imaginaire les centaures. Il était anormal, il était différent, il était spécial. Il était spécial du fait même qu'il était fils conçu par un dieu. Hein? Il avait ce côté immortel, on va en parler tout à l'heure. Mais il était anormal, il était inédit, il était presque monstrueux. D'ailleurs, sa mère dit le mythe, ou un des mythes, hein, parce que c'est toujours la même chose, les mythes, il y en a à foison et tout dépend de comment celui que l'on choisit de lire et la tradition qu'on choisit de lire. Mais un des mythes, ou la plupart des mythes en tout cas que moi je connais à son sujet,
parle de ce réaction de sa mère quand elle accouche. En plus, elle accouche toute seule parce qu'elle doit se cacher parce que la femme de Cronos, elle n'est pas contente d'avoir su que Cronos a eu des relations sexuelles avec elle, malgré le fait qu'elle, elle ne voulait pas à la base, et qu'elle, non seulement, elle a eu des relations sexuelles avec son mari, mais qu'elle elle est tombée enceinte et qu'elle est en train d'accoucher d'un enfant. Donc, elle doit se cacher pour accoucher toute seule dans une montagne perdue. Et quand elle accouche, elle voit cette chose qui n'existait pas. Tu vois, il y avait les centaures comme eux. Eux, ils existaient déjà, au pire. On aurait pu lui voir ce côté un peu bestial, non? Parce que c'est une bête, un cheval. D'ailleurs, Cronos, il doit se transformer en cheval pour leurrer cette ondine et pouvoir avoir des relations sexuelles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une partie de cheval en Chiron. Mais c'était un être qui n'existait pas et qui n'a pas existé ensuite, unique en son genre. Unique, comme un hybride, dit Patricia. Bah oui, regarde. Donc des pieds. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Il y a plusieurs années, je suis tombée sur une image, mais j'ai fait tous mes disques durs et je ne l'ai pas trouvée. Elle était exceptionnelle parce que vraiment, quand tu voyais cette image, je l'ai cherchée fortement pour vous inviter, comme j'ai fait lors de la masterclass avec Lilith, à vous faire un peu vivre une expérience chironienne en voyant cette image parce que elle faisait vraiment pitié, tu vois. Genre, c'était un monsieur un peu mal en point, barbu, non, comme Chiron qui avait une barbe, et moche, laid, avec une queue de cheval et une partie arrière de cheval. Et il faisait comme ça un tout petit peu de la peine, tu vois. Genre, tu pouvais voir ce truc de dans quelle catégorie je rentre, telle que je suis là. Et je suis particulièrement intéressée à faire, comment on dit, à surligner ceci, parce que comprendre ceci et voir être capable de voir cette dimension de Chiron tellement difficile à classer, moche, monstrueuse, où on ne sait pas très bien, mais c'est genre, quand on le voit, on dit, c'est quoi ce truc, tu vois, comme sa mère, elle l'a dit. Et comme lui, il s'est senti. Et comme nous sentons du côté de là où Chiron se trouve dans notre roue. Pourquoi a-t-elle accouché de cet enfant? Quelle est la malédiction ou la cause sous-jacente? Je ne pense pas qu'il faille attribuer quelconque malédiction. Non, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est comme ça le mythe. Et, et voilà, et le mythe nous donne des clés symboliques. Bon, je vais avancer, hein, pour toujours dans le respect du temps. Donc aujourd'hui, on va créer un petit espace sacré quand même, parce que c'est important pour recevoir les enseignements. C'est des enseignements quand même importants, sacrés, qui font partie de notre tikkun, de notre contrat sacré avec nous-mêmes, qui sont inscrits dans notre thème. Et, et que l'on veut accueillir dans une certaine qualité d'esprit et de cœur, c'est de la lumière que nous sommes en train de recevoir. Donc, on va créer un petit espace sacré pour faire ça. Après, je vais vous raconter rapidement le mythe. Bon, compléter ce que je vous ai raconté là, parce que je vous ai fait un teasing qui est moins teasing que... Voilà. Ensuite, on va aborder l'archétype en se basant un tout petit peu sur le mythe. Et ensuite, on va aborder des aspects du code astrologique. Et après, on va terminer la séance. J'espère que ça vous va comme ça. Alors, on va créer un petit espace sacré. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre quelques instants le temps